ces pays nouvellement indépendants, donc issus de la décolonisation, ils vont faire émerger une troisième voie dans ce monde bipolaire, c'est-à-dire un troisième courant, un troisième mouvement qui va chercher justement à être indépendant à la fois vis-à-vis du bloc de l'Ouest et vis-à-vis du bloc de l'Est, dans ce contexte de guerre froide. La première étape, elle a lieu finalement lors d'un événement qu'on appelle la conférence de Bandung. Bandung, c'est une ville d'Indonésie, à proximité de Jakarta, qui va associer différents pays, hein, vous les avez ici sur cette carte, principalement des pays asiatiques, parce qu'on l'a vu à l'instant, hein, ce sont les pays asiatiques qui se décolonisent en premier, ces pays nouvellement indépendants en 1955, et puis quelques pays également africains qui font partie justement de cette conférence, et elle est principalement dirigée par trois leaders entre guillemets, hein, le leader égyptien, Nasser, le président indien Nehru, et puis la Chine. Alors c'est pas Mao qui s'est déplacé à Bandung, mais c'est son premier ministre, hein, Zhou Enlai, qui finalement le représente. Et à travers ces trois leaders entre guillemets de ce mouvement, eh bien, est fondé ce tiers-monde. Hein. Ce tiers-monde, c'est voilà un troisième mouvement, hein, qui se détache du monde occidental et puis du monde oriental dirigé par l'URSS. Ce sont donc 29 pays qui se réunissent. Vous avez la liste ici, hein, c'est pas forcément le plus important, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure en regardant la carte, sont principalement des pays asiatiques, même si quelques pays africains, hein, comme l'Égypte, en font partie. Et le but de cette conférence, finalement, c'est de commencer à affirmer la voie que doit suivre justement ce tiers-monde dans les relations internationales. Et le discours, hein, de clôture de Nehru, le président indien, lors de cette conférence, marque bien finalement ces trois volontés. La première, c'est finalement le début de la fin de ce discours, hein, c'est le fait que, eh bien, il faut lutter contre le colonialisme et continuer justement à encourager l'indépendance des pays qui sont soit encore colonisés ou soit qui se décolonisent à ce moment-là. Hein, c'est voilà pour le premier argument, donc c'est participer à ce décolonialisme ambiant de cette époque-là. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qui est évoqué ici avec cette phrase, hein, nous voulons être amis avec l'Ouest, avec l'Est et avec tout le monde, c'est finalement se mettre en dehors de ce conflit de la guerre froide, ne pas participer à la bipolarité du monde, mais finalement essayer d'être en coopération, d'être évidemment avoir des relations amicales, hein, ce qui est dit ici, avec ces deux blocs, et puis hein, c'est participer également au pan-africanisme, hein, c'est-à-dire essayer d'encourager l'indépendance, hein, de l'Afrique, et puis hein, de participer à sa décolonisation. Hein, donc voilà finalement hein, les trois lignes que se donne hein, ce tiers-monde en 1955. Mince. Donc quelque chose. Bon, tant pis. Je pensais que j'avais ça expérimentaire, c'est pas grave. Cette conférence de Bandung, elle va être suivie en 1961 par la conférence de Belgrade, hein, qui réunit à nouveau principalement ces pays, hein, avec en plus de ça la Yougoslavie et Cuba, hein, qui rejoignent finalement ce groupe, et cette fois-ci ils vont vraiment théoriser ce qu'on appelle le non-alignement, hein, c'est cette volonté à ne participer à aucun des deux blocs et à ne pas s'aligner finalement sur la politique soit états-unienne, soit soviétique de l'autre côté. Hein, vraiment cette volonté de ne pas participer à la bipolarisation du monde, d'où hein, cette expression de troisième voie. Ces pays justement qui forment le tiers-monde vont être de plus en plus nombreux avec la décolonisation, et concrètement, hein, ils vont se réunir et ils vont également essayer de défendre les intérêts en fondant ce qu'on appelle le groupe des 77 en 1964 à l'ONU, et ils vont mettre en place une conférence qui a lieu encore annuellement, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans lesquelles justement ils présentent les intérêts de ces pays du tiers-monde et essayent de veiller justement à ce que les décisions qui soient prises ne soient pas contraires hein, à leur développement, évidemment, à leur intérêt. Hein, voilà, on commence à avoir hein, une troisième entité qui essaie d'avoir un rôle international dans à la fois l'économie, mais également sur les décisions politiques. Cependant, évidemment, ce mouvement il a des limites, hein, notamment c'est ce qui est évoqué ici à travers cet appel du groupe 77 à l'ONU en 1967, hein, c'est le sous-développement. Hein, vous
pourrez faire pause et vous pourrez prendre le temps de le lire, mais voilà, ici concrètement, le bilan qui est proposé, c'est la sous-alimentation, c'est le manque finalement de moyens qui touche ces pays nouvellement indépendants et la nécessité donc, de participer, que les pays finalement autres que ces pays du tiers-monde doivent participer finalement à l'aide à ce développement parce que ces pays sont en trop grande difficulté. Et puis l'autre limite qu'on peut aborder, c'est à propos justement de ce non-alignement. En réalité, c'est une théorie qui est très complexe à appliquer parce que, alors déjà, certains pays sont déjà d'affiliation communiste. Ce sont des fois, donc on l'a vu, des guérillas communistes qui ont permis donc l'indépendance de ces colonies. Donc ce sont des gouvernements communistes qui ont ensuite vu le jour dans ces territoires-là. C'est le cas notamment de Cuba, c'est le cas de la Yougoslavie, c'est le cas de la Chine, et qui sont évidemment bien plus proches de l'URSS que des États-Unis. Donc dès le début, son alignement est un petit peu tronqué. Et puis, le deuxième argument qu'on peut opposer à ce neutralisme, c'est ce qu'on vient d'évoquer juste avant, ces pays donc, sont en grande difficulté, demandent de l'aide au développement, et souvent l'aide au développement elle est accordée donc, par l'URSS ou par les États-Unis, en retour finalement de l'appartenance directe ou indirecte à un des deux blocs. C'est ce qu'on avait vu entre autres à travers donc l'Égypte et puis ce barrage d'Assouan dont on vous a parlé à propos donc de la crise de Suez, qui est également financée en partie par l'URSS. Donc c'est ce que Plantu ici évoque à travers ces deux caricatures en 1978, c'est que ce tiers-monde ou ces non-alignés, donc finalement c'est la même chose, c'est le même mouvement, et bien cette troisième voie finalement elle est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile parce que on trouve donc les États-Unis et l'URSS qui cherchent forcément à avoir un impact, à étendre leurs aires d'influence au sein de ces territoires, et que finalement cette troisième voie, elle est complètement bloquée, elle est bouchée parce que elle n'est pas possible en termes de développement, parce que ces pays ne peuvent pas finalement s'entraider économiquement, parce que leur situation interne est beaucoup trop difficile. Et justement, à propos des situations internes, l'instabilité politique de ces pays les affaiblit énormément. Ce sont des pays qui sont marqués par des guerres civiles, souvent importantes, des guerres également frontalières entre ces nouveaux pays qui sont apparus, parce que ces colonies avaient été donc tracées à la règle. Les frontières africaines, elles ont été tracées à la règle par les dirigeants européens à la fin du XIXe siècle, lors de la conférence de Berlin en 1880-1882. Et donc, évidemment, elles ne prennent pas en compte les ethnies qui peuvent vivre dans ces pays-là. Donc, on va avoir des conflits frontaliers importants qui vont voir le jour donc, en Afrique principalement, mais également en Asie. On va avoir des déplacements de population. Ici, on peut penser à l'exemple de l'Inde et du Pakistan qui, justement, se divisent. Tout ça, ça formait l'Union indienne lorsque c'était sous l'occupation britannique. Et donc, ça va marquer le déplacement de plusieurs dizaines de millions de personnes à travers ces territoires. Et puis, ce sont des dictatures militaires qui se mettent en place ici, principalement en Afrique, mais pas uniquement, également en Asie, et qui font que voilà, la situation politique de ce territoire est compliquée, et finalement ça ne participe pas donc à leur développement, et ça ne participe pas également à leur reconnaissance internationale. Donc des limites importantes. Un autre mouvement dont je veux vous parler un tout petit peu, et c'est pareil, on va le réévoquer par la suite quand vous aurez la présentation sur les conflits qui ont lieu au Proche-Orient, c'est le mouvement du pan-arabisme. C'est une idéologie qui se développe à partir des années 50 sous donc, l'influence du président égyptien Nasser, qui cherche à renforcer l'unité politique et l'identité des peuples arabes vis-à-vis de la domination occidentale. En gros, c'est un projet ambitieux qui cherche à associer donc, principalement donc, les pays d'Afrique du Nord, le Maghreb, et puis la Libye, l'Égypte, mais également les pays du Proche-Orient, donc la péninsule arabique, et puis la Syrie, la Cisjordanie, l'Irak dans une moindre mesure, alors pas l'Iran, mais le Liban également, pour justement finalement recréer une grande entité qui s'inspire plus ou moins des restes de l'Empire ottoman, mais avec finalement une identité très différente, qui n'est pas justement sous contrôle turc, mais cette fois-ci au contraire sous cette idée culturelle arabe, et essayer d'avoir justement une alliance qui associe ces territoires pour avoir également un poids au niveau donc, des relations internationales. Donc c'est un projet très ambitieux qui voit par exemple la fusion donc, de l'Égypte et de la Syrie en 1958, alors pendant quelques années, qui vont former une république arabe unie. C'est également donc, sous cette égide que vont être fondées l'Organisation de libération de la Palestine, donc, qui s'oppose à la création de l'État d'Israël en 1964. Alors, la création de l'OLP, non pas d'État d'Israël, en 1964. Et puis la création donc, de l'OPEP, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole en 1960, qui associe au début principalement les pays arabes. Mais bon, ce mouvement de pan-arabisme est limité, malgré des dirigeants forts qui vont s'inscrire dans cette thématique-là. C'est par exemple Saddam Hussein qui dès les années 80 s'inscrit également dans ce projet. On retrouve Nasser, on retrouve le dirigeant syrien, pardon. Enfin bon, voilà, on a des grands, des hommes en tout cas qui cherchent vraiment à s'impliquer et à mettre en place cette politique-là, et également à encourager donc la décolonisation d'Afrique du Nord, qui est encore sous contrôle français à ce moment-là. Mais bon, les résultats sont limités, comme je vous ai écrit ici. Ce projet donc, de fusion entre la Syrie et l'Égypte prend fin 3 années seulement après sa création, et puis très vite on a des divisions qui apparaissent entre les États arabophones des deux blocs. Certains donc basculent plus ou moins du côté soviétique, d'autres plus ou moins du côté américain. On peut penser plutôt à la péninsule arabique qui passe plutôt sous contrôle américain, avec justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, les traités d'alliance qui sont signés avec les États-Unis et puis le Royaume-Uni. À l'inverse, la Syrie et puis également l'Égypte basculent plutôt sous influence soviétique. Donc voilà, ça crée des accords et ça se cristallise également, ces désaccords, lors des guerres vis-à-vis d'Israël en 1967 et 1973, guerre des 6 jours et guerre du Kippour, dont on vous parlera dans une présentation future. Dernière, il faut que je fasse pause.